Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour. Alors Nicolas Mirkovic, vous avez écrit beaucoup de livres déjà, mais ce livre que j'ai reçu m'a passionné, l'Amérique Empire. Alors évidemment, vous jouez là-dessus, hein, l'Amérique Empire comme empire par rapport à un meilleur, ou l'Amérique Empire par rapport effectivement à l'impérialisme. Le fameux impérialisme américain, tant chanté du côté de Bakou et de Moscou et d'ailleurs. Mais en fait, il y a une chose, c'est vrai, il y avait la chanson de Sardou, parce qu'on pourrait dire, d'accord, les Américains, il y a beaucoup de choses à dire, et vous le dites, et on va en parler tout le long jusqu'à 14h. Enfin, les Américains, quand même, c'était pas mal, hein, comme dit Sardou, qu'ils soient venus peut-être en 43-44, mais enfin, après Pearl Harbor, on est bien d'accord. Mais ils ont quand même pas que du mauvais, les Américains, Nicolas Mirkovic. Bien sûr que non. Il y a d'ailleurs, dans mon livre, je cite énormément d'auteurs américains qui eux-mêmes condamnent le côté impérial de leur État. Il y a plein de belles choses aux États-Unis, je connais bien ce pays, il y a plein de choses très agréables, et dans le peuple américain, il y a énormément de personnes formidables. Et même le premier amendement de la Constitution sur la liberté d'expression, c'est une bonne chose. Et c'est une très très bonne chose. Ouais. Ça fait partie de l'identité, de l'esprit des États-Unis qu'on aime, qu'on peut apprécier. Pour autant, il y a quand même une face cachée. Il ne faut pas oublier que si justement les Américains débarquent en 1944 en France, ils débarquent tardivement. Et même s'il faut reconnaître le salut de ces jeunes garçons qui sont morts sur les plages de Normandie, la France s'est aussi à lutter contre le nazisme grâce à la résistance, ne l'oublions pas, et aussi grâce au travail qui a été fait par l'Union soviétique sur le flanc Est. Donc il faut le rappeler ça. Je vais citer un auteur qui est Eliot Cohen, qui est un néoconservateur américain, qui dit dans son livre The Big Stick, prenant le terme de Roosevelt, que la raison pour laquelle les États-Unis interviennent, c'est parce qu'ils ont peur que quand les Soviétiques avancent, ils vont perdre le cœur économique de l'Europe. Donc c'est une des raisons qui pousse les Américains. Qu'est-ce qu'il fait? Alors justement, vous racontez, votre livre d'ailleurs est très 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 complet, vous commencez, l'histoire de l'Amérique, et vous montrez quand même, et vous dites, vous avancez, je dirais, après on peut en discuter, mais que l'Amérique a toujours eu une espèce de c'est peut-être la religion, c'est tout ça, vous allez expliquer, de penchant messianique, qu'elle était là pour s'occuper du monde entier, quoi. Oui. C'est ça. Dès l'origine, le premier président américain, qui était George Washington, chef de la Révolution contre les Britanniques, part d'un infant empire, d'un très jeune empire. Dès le début. Dès le début. Le deuxième président américain, John Adams, dit « Notre République fédérative pure, vertueuse et civique, régnera pour toujours, dominera le monde et introduira la perfection de l'homme. » Dominera pour toujours, dominera le monde et régnera pour toujours. Et je pense qu'ils étaient sincères. Et ils sont tout à fait sincères, et ça c'est au tout début. Après, Noam Chomsky dit que parler d'un empire américain, c'est comme de parler de triangle triangulaire. Et le grand spécialiste, l'historien britannique, l'historien spécialisé dans les États-Unis, Paul Kennedy, dit que dès l'arrivée des colons, les Amériques ont une destinée impériale. Mais c'est le messianisme appliqué à la terre, exactement, parce que dans les premiers colons, on a plusieurs mouvements protestants qui vont arriver, qui disent, vous prenez par exemple le premier gouverneur de Massachusetts, qui dit qu'il faudra que les yeux du monde soient tournés vers les États-Unis comme la cité sur la colline. Il y a cette vision monotonique. The little home on the hill. Exactement. Et puis il y a à la fin du XXe siècle, une personne comme Madeleine Albright, qui a été ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, ou qui a été secrétaire d'État de Bill Clinton, dit que les États-Unis sont la nation indispensable, qu'elle voit plus loin que les autres nations. Donc ce n'est pas qu'au début, tout au long de l'histoire des États-Unis, on a cette vision messianique d'un État qui doit gérer les affaires du monde et qui est différent, qui a une place spéciale dans l'humanité. Et évidemment, elle a pu l'avoir grâce à son formidable développement, il faut le dire aussi. Tout à fait. C'est-à-dire dans tous les domaines. Et alors vous dites quand même, justement, dans cet Amérique Empire, mettons, dans cet empire américain, il y a eu l'Empire romain, il y a eu beaucoup d'empires, et ça fait partie des... Alors, justement, parlons-en. Et ça s'est développé dans quel domaine? Vous en parlez dans votre livre, Nicolas Mirkovic. C'est le domaine industriel, le domaine financier, le domaine je ne dirais pas de domination du monde, mais par exemple, le dollar imposé comme monnaie unique mondiale, etc. C'est quoi? C'est toujours dans la même démarche, si vous voulez? C'est d'abord économique. Dès l'origine, c'est économique. Les États-Unis ont grandi sur la conquête des territoires. De l'Atlantique jusqu'au Pacifique, ils ont fait la guerre contre les Indiens, ils ont fait la guerre contre les Mexicains, ils ont fait même la guerre, évidemment, contre les Britanniques. Ils ont conquis... Et les Français. Ils ont conquis un territoire
fantastiques et ils se sont développés grâce à... Alors le paradoxe, c'est grâce à du capital qui est venu d'Europe, parce que ce capital était plus productif aux États-Unis, parce qu'il fallait construire les chemins de fer, il fallait construire les ports, il fallait construire les routes. Et une fois qu'ils avaient occupé cet énorme territoire, ils ont fait venir beaucoup de migrants, d'immigrés d'Europe, et il fallait ensuite faire fructifier ce capital. Et donc la stratégie des États-Unis, c'est une stratégie d'ouverture de marché. Il fallait exporter le surplus de production des États-Unis sur des nouveaux marchés. Et donc, créer des marchés, quoi. Créer des marchés, et donc, du coup, où ça marche dans un sens unique, c'est-à-dire que les États-Unis sont intéressés par les ressources naturelles du marché, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie. Et une fois qu'ils ont récupéré les ressources naturelles, ils transforment le produit. Donc, c'est comme ça que les États-Unis se sont développés. Et ensuite, ils vont réexporter le produit dans ces différents marchés. Aujourd'hui, on est plus dans la financiarisation de l'économie américaine, puisqu'au bout d'un moment, les Américains ont tout délocalisé, ils ont délocalisé leur savoir-faire, leurs usines dans d'autres pays. Dans les années 70 et depuis les années 80-90, les Américains dominent grâce à leurs finances. Alors, comment ça se passe du point de vue politique ? Qu'est-ce qui a fait que la traduction politique, si vous voulez, de cela dans la politique américaine, dans la manière dont ils ont traité, je voudrais qu'on parle de la doctrine Monroe et compagnie, parce qu'on parle de l'Amérique isolationniste, on parle de l'Amérique protectionniste, mais en même temps qu'ils se disent isolationnistes et protectionnistes, ils sont dans le monde entier. Exactement, il y a deux politiques aux États-Unis. Il y a la politique locale, que je pense qu'on peut apprécier, avec vraiment une démocratie locale, avec des personnes qui ont le droit d'organiser des référendums. D'ailleurs, ils en font tout le temps, et quand vous votez dans certains États américains, on vous dit, on a un budget de temps, voulez-vous une école, une prison, une autoroute ? Il y a des votations et on fait bien de prendre exemple. Exact, c'est génial. Et ça, on peut emporter ça des États-Unis. Mais au niveau fédéral, au niveau gouvernemental. Et Jefferson met tout de suite en doute, dès la fin du XVIIIe siècle, cette constitution qui concentre beaucoup de pouvoir dans les mains de quelques-uns. Il y a cette volonté, dès l'origine, de conquérir, de conquête, d'établir des bases militaires. Et en 1823, vous parliez de la doctrine de Monroe, les États-Unis, littéralement, renvoient tous les Européens chez eux. Ils disent, on ne veut plus d'Européens en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et ils disent c'est notre territoire. Nous verrions, pour notre sécurité, pour nos libertés, nous verrions d'un très mauvais œil la présence continue d'Européens en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est quand même assez incroyable. Il n'y a que des empires qui peuvent parler comme ça. Mais pourtant, il y avait toujours l'immigration. Ils accueillent l'immigration, etc. Ils accueillent beaucoup d'immigrés venant d'Europe, mais ils n'étaient pas trop mauvais là-dedans. Ils ont transformé ces immigrés en Américains. C'est ça. Donc du coup, la main-d'œuvre pas chère. Une vraie intégration, une vraie assimilation. Exactement, c'est vrai. Mais ils étaient intéressés par la main-d'œuvre bon marché. En contrepartie, en revanche, c'était eux qui veulent aller chercher, dès le début, Haïti, Nicaragua, différents pays d'Amérique du Sud sont occupés par des armées américaines pour récupérer les ressources naturelles, pour les transformer et puis les exporter. Et à partir de 1905, vous avez Theodore Roosevelt, qui écrit une espèce de corollaire à cette doctrine de Monroe, où il dit qu'un État peut se permettre, avancé, civilisé, peut se permettre de faire le gendarme dans l'hémisphère, on va dire, dans le monde occidental. Donc, les Américains... C'est là où la théorie du gendarme du monde est née. Exactement, c'est le big stick de Roosevelt, où il dit « portez un gros bâton et vous irez loin ». Portez un gros bâton, ne faites pas de bruit et vous irez loin. Donc les Américains, et à cette époque-là, sont déjà quasiment la première puissance mondiale au début du XXe siècle. Ils ont une croissance phénoménale. Et grâce à cette croissance et ce besoin impératif de chercher des nouveaux marchés, ils savent très bien que s'ils veulent continuer ce développement, cette croissance, ils sont obligés de sortir de leurs frontières. Il y a évidemment ce débat éternel entre les isolationnistes. Je vais y arriver. Qui de leur côté disent on n'en a pas besoin de ça, on a un territoire formidable. Oui, on a tout ce qu'il faut, on est autosuffisant et donc on peut y aller. Exactement, on n'a pas besoin de ça. Et au niveau du gouvernement, cette espèce de permanence atlantiste, impériale, que ce soit le Parti démocrate ou le Parti républicain, continue à faire la guerre, à chercher des marchés et à étendre l'influence des États-Unis à travers le monde. Alors justement, arrivons à aujourd'hui, là on va en reparler peut-être après une toute petite pause, et je voudrais qu'on parle du paysage que l'on vit aujourd'hui et comment ça se passe avec Nicolas Mirkovitch, l'Amérique Empire. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berkoff et Nicolas Mirkovitch, auteur de l'Amérique Empire, édition Temporis. On vous attend sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. The carrots are not frozen. The carrots are not frozen. Un livre passionnant que je vous recommande
L'Amérique Empire de Nicolas Mirkovitch, Temporis Édition. Nicolas Mirkovitch, bon, alors on va arriver à l'époque moderne et ces espèces de guerres que l'Amérique perd. Alors, il y a la Seconde Guerre mondiale, magnifique, tout va bien. Un Fukuyama de l'époque aurait pu dire, ça y est, il y a plus, c'est la fin de l'histoire, 45, tout va bien. Enfin bon, il y avait la guerre froide, mais bon. Et puis d'un coup, il y a la Corée, il y a Cuba, les missiles, il y a le Vietnam, et puis beaucoup plus récemment, la Libye, l'Irak, etc., l'Afghanistan, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement là, parce qu'on a beaucoup de choses à dire encore et avec nos auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces choix de vouloir bâtir des nations démocratiques. C'est quoi? C'est d'abord la Libye. En fait, c'était pas du nation building, c'était economy enriching. C'était quoi? Avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis mettent en place tous les outils, les instruments de leur future domination mondiale, en tout cas ce qu'ils voudraient faire, de leur empire, avec les accords de Bretton Woods, avec la création du FMI, de la Banque mondiale, bref, tous les instruments qui vont leur permettre Bretton d'étendre... Woods, rappelons, c'est le dollar. Voilà, c'est ça, c'est le dollar, toutes les monnaies sont convertibles juste contre le dollar qui lui seul est convertible contre de l'or. Contre l'or. Donc du coup, c'est Valéry Giscard... C'est dollar or exclusif. Quoi. Exactement, et Valéry Giscard d'Estaing plus tard parlera du privilège exorbitant des Américains qui sont aujourd'hui, il faut le savoir, le seul pays au monde qui peuvent imprimer à volonté leurs billets, alors que nous on doit produire pour avoir de la richesse. Eux, ils peuvent imprimer leurs billets. Donc du coup, les États-Unis ont une vision déjà de domination. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils représentent 6% de la population mondiale, mais plus de 40% de la production manufacturière. C'est l'hégémon, c'est gigantesque. Et donc du coup, ils ont besoin de ces marchés. Et les États-Unis, partout où il n'y aura pas une zone identifiée, on va dire socialiste, soviétique ou américaine, vont se battre pour essayer de faire tomber, c'est la stratégie du containment de Truman, les États qui ne rentrent pas dans le rang des États-Unis, qui ne veulent pas passer par la Banque mondiale, qui veulent être indépendants, qui veulent pas dollar, etc. par le dollar. Et donc vont se suivre toute une série de guerres extrêmement violentes. En Corée, 3 millions de morts. Au Vietnam, plus d'1 million de morts. À travers tout le monde. Et quand ce ne sont pas des guerres, ce sont des opérations subversives de retournement, d'ingérence dans les pays. En Iran, le Chili, exactement, l'Iran de Mossadegh, le Guatemala de Garvens, donc du coup d'Arbenz. Donc ils vont faire ça à travers le monde entier, en Afrique également, parce que du coup ils veulent deux choses: s'assurer de l'accès à ces marchés, s'assurer que des concurrents, ils ont une phobie du rival, du concurrent, n'aient pas accès à ces marchés, et ça va nourrir le complexe militaro-industriel. Alors vous allez me dire, ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ce complot et tout? C'est pas un complot. C'est le président américain Eisenhower, dans son discours de fin de mandat, qui met en garde les Américains. Dès les années 50. Exactement. 55, oui. Il les met en garde contre les risques de perte de leur liberté, contre les risques, contre leur démocratie du complexe militaro-industriel. Il en parle. Qui est-ce qui a gagné d'une guerre américaine au Vietnam, en Corée, dans ces différents pays, si ce ne sont ces énormes entreprises qui fabriquent pour des milliards de dollars d'armes, de munitions, de tout ce qu'on veut, tout ce qui entoure la sécurité, et qui, on l'apprend encore aujourd'hui, finance largement les candidats aux différentes présidentielles, les différentes élections présidentielles, législatives, ce que vous voulez. Donc c'est comme ça que l'Amérique est devenue une machine à guerre. Ce qu'on appelle l'État profond. L'État profond, exactement. Une espèce de réseau de personnes extrêmement influentes dans les différents États qui se connaissent entre elles et qui ont un programme politique qui n'est pas forcément le programme de celui qui a été élu. Et surtout, ça fait des déconvenues incroyables. Enfin, je veux dire, la guerre d'Irak a engendré Daesh. Oui, par exemple. Il n'y a pas que ça, bien sûr, ça ne vient pas de la mer. Enfin, oui. La Libye a ouvert la vanne hallucinant aux migrants. Et a financé Daesh aussi. Hillary Clinton, qui elle-même disait, parce qu'il faut se souvenir que les Américains sont arrivés en Afghanistan avant même les Soviétiques, qu'ils ont financé les Moudjahidines. Ben Laden a été financé par les Américains, on le sait aujourd'hui. Et Hillary Clinton disait il y a encore quelques années, nous luttons aujourd'hui contre ceux que nous avons financés. Donc il y a une espèce de jeu pervers, et on a l'ancien directeur des renseignements américains, McFlynn, qui était le conseiller aussi plus tard de Trump pendant quelques semaines seulement. Le général Flynn, oui. Exactement, oui. Qui avait mis Obama en garde contre le fait que des armements et de l'aide américaine arrivaient dans les mains de Daesh. Et il y a un côté, on ferme les yeux, parce que du coup, contre Daesh, c'était plus important, enfin face à Daesh, c'était plus important de faire tomber Assad et les alliés russes. Oui, c'est ça. Un jeu pervers, pernicieux. Comme il fallait faire tomber l'Union soviétique en Afghanistan, en armant les Moudjahidines, qui
qui sont devenus les talibans, et au bout de 20 ans de guerre, comme vous le dites, des milliards, 6 000 milliards de dollars dépensés par les États-Unis en Afghanistan, pour à la fin laisser la main aux talibans. C'est complètement incroyable. Il y a l'Institut Watson, qui est donc dans l'université de Brown aux États-Unis, qui a calculé que depuis le 11 septembre, les guerres américaines dans le monde... Depuis le 11 septembre 2001. Depuis le 11 septembre 2001, les guerres américaines dans le monde, malheureusement auxquelles nous avons parfois participé, sont à l'origine de la mort de plus de 900 000 personnes, dont un tiers de civils. Et personne ne parle de ces morts, personne ne parle de ça. On ferme les yeux, on est conditionné, on passe à autre chose. On a des films sur les héros américains du Vietnam, de l'Afghanistan, mais on ne pense pas au massacre et au mal. Parce que ce mal américain, dans ces différentes guerres, a des répercussions sur nous quand nous y sommes associés. Et la France, malheureusement, perd de sa gloire, de ce qui lui reste de gloire, en tout cas dans le monde, quand nous nous associons à un pays qui mène ce genre de guerre. Et vous dites quoi aujourd'hui? Parce que, bon, c'est quand même la Russie, non pas l'URSS, mais la Russie qui envahit l'Ukraine. Et vous dites quoi aujourd'hui? Est-ce que l'histoire se répète avec les milliards envoyés à l'Ukraine, alors qu'effectivement, on peut comprendre qu'on doit aider un peuple qui est attaqué? Bien évidemment, mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui si on ne se souvient pas que derrière l'instabilité de l'Ukraine, les États-Unis ont quand même mené 2 révolutions de couleur, dont une qui a mené à un coup d'État en 2014. Et pareil, la place Maïdan a été financée, aidée, préparée par des spécialistes américains. Ils ne s'en cachent pas. La National Endowment for Democracy, avant Maïdan, pensait que l'Ukraine allait tomber dans le camp atlantiste. Il disait que c'était le responsable de la NED, Gershman, dit qu'il pense que c'est le plus grand trophée, biggest prize, pour les Américains. Il y a eu un coup d'État. Victoria Nuland a avoué qu'elle voulait, pour faire rentrer l'Ukraine dans la démocratie, les Américains ont dépensé 5 milliards de dollars. Ce n'est pas innocent ce qui se passe. Et derrière, les Américains ont appuyé, comme ils le font partout, ils ont appuyé les talibans en Afghanistan, ils ont appuyé les extrémistes croates en ex-Yougoslavie, néo-nazis, ils ont appuyé des mouvements également néo-nazis, extrémistes en Ukraine. Et ça a divisé le pays. Pourquoi est-ce que du coup, si les États-Unis sont si intéressés par la démocratie, par la paix, pourquoi ne pas appuyer les forces vraiment démocratiques? Pourquoi ne pas en Ukraine se dire, bon, Yanukovych est un oligarque? Bon, déjà, c'est interdit d'intervenir comme ça. L'ingérence est interdite par la charte de l'ONU. Mais si on voulait aider un pays, appuyons les forces démocratiques qui veulent la paix. Pourquoi appuyer des extrémistes qui veulent interdire de l'ouest du pays, qui veulent interdire aux habitants de l'Est, la langue russe, à ceux qui habitent dans l'Est? Les Américains font ça partout. Et derrière, c'est le chaos. Et je peux vous dire que la seule chose qui intéresse les États-Unis aujourd'hui, et vous avez plein de spécialistes américains, Jeffrey Sachs, John Mersheimer, qui disent tous la même chose, la seule chose qui intéresse les États-Unis, c'est d'affaiblir la Russie. Et malheureusement, l'Ukraine risque de disparaître, ou on ne sait pas du tout ce qui va y en rester. Ce qui intéresse l'Ouest aujourd'hui... Oui, Brzezinski démembrer la Russie. Oui, exactement. Dans le grand échiquier, Brzezinski dit que sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être une puissance sur le continent eurasiatique. Et Brzezinski dit également que l'Europe est de l'Ouest, nous sommes un protectorat américain. Oui, c'est assez extra. Alors parce que on voit très bien l'absence de réaction de l'Europe, enfin qui suit de toutes les façons. Il n'y a pas de politique européenne, en tout cas là-dessus, c'est clair. Hélas. Juste un mot, vous finissez votre livre en disant Make America Small Again. On se rappelle, c'est le slogan de Trump inversé, bien sûr. Not pas America First, mais America Small. Mais qu'est-ce que ça apporterait, juste en un mot, Nicolas Mirkovitch? Comment l'Amérique peut redevenir petite, ou elle sera obligée de se rapetisser? Elle sera obligée d'être petite parce que du coup sa politique arrive à sa fin, tous les empires s'écroulent un jour ou l'autre, on voit les difficultés, on a vu que les États-Unis se sont trompés en Syrie, ils n'ont pas réussi, ils ont voulu faire une révolution de couleur, ça n'a pas marché. Aujourd'hui en Ukraine, on voit que leur politique fait beaucoup de mal à l'Ukraine, fait beaucoup de mal au reste de l'Europe, fait certainement mal à la Russie également, mais ce n'est bénéfique pour personne, surtout pour nous Européens. Et vous avez en parallèle des pays, des puissances comme la Chine, comme la Russie, comme le Brésil, comme le Mexique, différents pays. En Afrique aussi, on a des pays... BRICS, c'est tout ça. Oui. Exactement, en Afrique du Sud, des pays qui se disent mais on ne veut plus de cette espèce de monstre avec un masque de gentil qui est en train de nous dicter ce qu'on a le droit de faire, pas faire, qui nous oblige à ouvrir nos marchés, qui nous oblige à nous endetter, qui nous oblige à privatiser nos industries. Donc du coup, ces puissances se lèvent et disent aux États-Unis, on ne veut plus, les sanctions demandées par l'Union européenne et les États-Unis contre la Russie ne sont appliquées que par des pays qui représentent 16% de la population mondiale. Aujourd'hui. Donc ça montre la limite de l'atlantisme. Je pense que la France et l'Europe ont intérêt à en sortir le plus rapidement possible. La France a une voix majeure, encore j'espère moi, à jouer dans le monde. En Europe, ce n'est pas en suivant les États-Unis qu'on va le faire parce que les États-Unis sont dans le mauvais sens du vent en ce moment. Et ils sont dans le mauvais sens et donc du coup, pour que les États-Unis soient de nouveau
un pays, on va dire, fréquentable, il faudrait qu'ils reviennent à une taille plus humaine. Ils ont un pays qui est gigantesque, qui est fantastique. Ils ont 2 océans, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux, qu'ils gardent leurs âmes et leurs 700 bases militaires chez eux. Et oui, écoutez, on va recevoir maintenant nos auditeurs. Il y en a beaucoup. Lucien. Oui, chers auditeurs, c'est votre moment. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Mais tout de suite, on accueille Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Bonjour. Très intéressant, hein, comme d'habitude. 3 questions rapides. Allez-y. À votre invité, qu'est-ce qu'aujourd'hui un Américain? Nous sommes Européens, nous sommes Français. Qu'est-ce qu'un Américain? Et deuxième question, vous l'avez déjà abordé, mais vous ne pensez pas que les États-Unis sont devenus, je dirais, plus fortes, c'est de la géopolitique, hein, Ouais. en s'engageant dans la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a une troisième question qui me taraude un petit peu, parce que quand on parle des États-Unis, j'ai l'impression que les Américains, comment dirais-je, ils n'ont jamais connu la guerre sur leur sol. Bon, c'est une chose, tant mieux pour eux. Je ne parle pas des attentats, mais ils ne parlent jamais vraiment de la guerre de sécession. Et la guerre de sécession, je pense que pour les Américains, ça a peut-être été une déchirure, je ne sais pas. Mais enfin, les États du Nord ont quand même fait la guerre de sécession parce que les États du Sud étaient très riches. Et il y avait déjà un impérialisme qui valait et qu'il fallait que... Du nord au sud, d'accord. Et voilà. Alors, Jean-Claude, je pense que Nicolas Mirkovitch va vous répondre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Américain aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Américain, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va partager vraiment les valeurs des États-Unis telles qu'elles sont présentées au sein même de leur pays, qui sont des valeurs normalement, historiquement, de liberté d'expression, de respect des autres, que ce soit un respect religieux, un respect politique. Ça, c'est les États-Unis que moi, j'ai connus quand j'y étais. Malheureusement, c'est en train de changer parce qu'on a toute cette idéologie woke, cancel culture, où on est en train de dicter aux Américains ce qu'ils doivent être. Ça, c'est quand même assez grave parce que pendant longtemps, un Américain, c'était quelqu'un qui était indépendant. Qui était ouvert. Qui était ouvert. Et là, maintenant, on est en train de dire non, vous avez le droit de ceci, vous êtes en train d'être cela. Donc, l'Américain est en train de changer aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à une certaine époque à former une espèce de creuset de personnes qui se retrouvaient, qui abandonnaient leur nationalité précédente pour se retrouver dans les États-Unis. Pour autant, n'oublions pas qu'il y a quand même encore beaucoup de ségrégation aux États-Unis. Il y a des quartiers de blancs, il y a encore des quartiers de noirs, il y a des quartiers hispaniques. Il y avait ce côté de possibilité d'y arriver, de foncer, avec cette espèce d'ascenseur d'ambition social, exactement. Et alors justement, par rapport à Jean-Claude, la question sur les USA, est-ce que au fond, la vocation des USA, alors il parlait aussi après de la guerre de sécession, mais sur la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'est là que ça s'est passé? Oui, parce que c'est là où les États-Unis vraiment ils n'ont quasiment pas été touchés à part Pearl Harbor le 7 décembre en 1941. Ils sont extrêmement riches. Ils ont fabriqué une industrie incroyable, une industrie de guerre, qui doivent ensuite adapter à l'industrie de la consommation. Et en face, les concurrents des États-Unis, l'Europe, sont rasés. L'Europe est rasée, l'Union soviétique qui a perdu 20 millions de personnes est rasée aussi, ils ont tout à reconstruire et les Américains se disent c'est un boulevard pour nous. Hein. Les États-Unis se sont énormément enrichis suite à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, en effet, où ils n'ont quasiment pas été touchés. Et il y a encore juste rapidement des séquelles de la guerre de sécession ou pas du tout? Non, on en a vu un tout petit, peut-être d'un point de vue purement culturel, des généraux. Il y a dans le Sud encore une espèce d'attachement à cet esprit du Sud, à l'esprit Dixie, au drapeau confédéré. On a vu à quel point c'était très clivant au sein même des États-Unis, où il y avait vraiment la lutte, le fait de vouloir réécrire l'histoire du Sud. Mais cette guerre de sécession, vous avez raison de le souligner, c'est quand même 600 000 morts au milieu du 19e siècle. Des batailles terribles, des familles qui ont été vraiment touchées par cette guerre. Ça montre aussi que les États-Unis ont un formidable sens de la résiliation, parce que du coup, tout le monde aurait pu dire, après cette guerre civile, l'Amérique est divisée. Et donc, du coup, c'est fini. Je dis juste aujourd'hui, dans ce qu'on voit entre les côtes américaines, il peut y avoir peut-être pas une guerre civile, mais en tout cas, il y a deux Amériques aujourd'hui, comme il y en avait à l'époque au milieu du 19e siècle. Sauf que c'est l'Amérique des côtes et l'Amérique périphérique, comme on parle de la France périphérique. C'était exactement ça. Entre les deux côtes et les côtes, ce sont deux Amériques complètement différentes et les Américains vraiment différents. Lucien. Rapide page de pub et on accueillera Jean de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Lucien. Chers auditeurs, c'est votre moment pour participer à la discussion entre André Berkoff et Nicolas Mirkovitch, auteur de l'Amérique Empire, édition Temporis. On accueille Jean de Paris. Bonjour Jean. Bonjour Jean.
Oui, bonjour André, bonjour vous deux. Oui, bon, c'est très intéressant ce que j'entends depuis le début. Votre invité André a dit tout à l'heure qu'en particulier depuis 2001, donc les États-Unis avaient dépensé des sommes gigantesques en opérations militaires directes ou indirectes. Bon, alors on peut appeler ça de la brutalité, du cynisme, etc. Mais en mettant de côté effectivement toutes les souffrances que ça a pu provoquer à droite et à gauche, est-ce que votre invité estime qu'au bout du compte, c'est un effort, des dépenses gagnantes, profitables ou non pour les États-Unis? Alors que ce soit pour les industries de l'armement et leurs actionnaires, on n'en doute pas, mais pour la société américaine, est-ce que ça l'est ou non, à son avis? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, en effet, pour les industries, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement rentable. Le complexe militaro-industriel se nourrit de ces guerres en milliards de dollars, mais ce n'est pas le peuple américain qui va en profiter. Le contribuable américain va financer une partie de cette guerre. Il va avoir la mauvaise image de cette guerre, mais il ne va pas en tirer profit. Alors, une partie, ceux qui travaillent pour le complexe, oui, les centaines de milliers de personnes qui aux États-Unis travaillent pour le complexe ont des salaires, ont des perspectives d'emploi, mais ce n'est pas globalement positif pour le reste des États-Unis. Mais est-ce qu'il n'y a pas le marché de la reconstruction, le marché des matières premières, tout ça? Il n'y a pas que les armes. Vous avez raison. Est-ce que l'Amérique ne bénéficie pas de tout ça? Et une croissance économique globale. Les Américains vont bénéficier de cette guerre, mais n'oubliez pas non plus que regardez le déficit des États-Unis. L'endettement, est de 30 000 milliards de dollars. Ça, c'est le déficit public. Si vous rajoutez le déficit privé, c'est 90 000 milliards de dollars de déficit public. 30 000 milliards de dollars. C'est gigantesque. C'est-à-dire qu'ils font passer la planche à billets. Les Américains vivent sur la dette. Leur État vit sur la dette. Donc, du coup, et c'est nous qui payons ça. Parce que, du coup, c'est nous qui achetons des bons du Trésor. Parce qu'eux, ils peuvent le faire. Exactement. Et les peuples qui ont été bombardés, qui ont été tués dans ces guerres n'en bénéficient pas. Vous savez, ils n'ont pas une meilleure image, ni les États-Unis, ni les Européens qui ont participé à ces guerres. Et ça nous éloigne. Et ça a aussi encouragé la radicalité, notamment de l'islam, dans pas mal de pays arabes ou du Moyen-Orient. Donc, du coup, ce n'est pas bénéfique ni pour les peuples qui ont été bombardés, ni pour nous, Européens. Et pour les Américains, c'est, on va dire, un happy few qui vont, des peu un peu nantis qui en ont profité. Lucien. Merci beaucoup, Jean. C'est au tour de Florence de Guettari d'intervenir. Bonjour, Florence. Bonjour, Florence. De la belle Guettari. Qu'est-ce que c'est beau, ce... Bonjour, monsieur Berkoff. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. Entendu. J'aimerais bien vous rencontrer. Avec plaisir, avec plaisir. Venez à Paris, Florence, venez à Paris. Et j'irai à Guettari, peut-être. Enfin, on en parlera. Quelques amis dans la résistance, alors ça viendra petit à petit. D'accord. Alors, dites, Florence. Je vais féliciter déjà de ce que j'ai entendu. Malheureusement, j'écouterai en replay. Mais donc j'ai entendu votre coup de gueule sur les écolos. Hein. Moi, je suis quand même écolo, mais je suis pas du tout écolo comme ça. J'imagine. Je vous félicite parce que j'ai aussi entendu votre coup de gueule sur CNews. J'aimerais que vos compatriotes médias prennent exemple sur vous. Je vois que Pascal Praud commence à faire un peu, à dire la vérité. Vous êtes le seul, monsieur Berkoff, qui se bat pour véritablement le peuple. Bon, bref, je vais pas... Merci. Ensuite, par rapport à votre invité, que je trouve remarquable, malheureusement, je n'ai pas assez de sous pour acheter les livres, mais... donc, il remet l'église au milieu du village en disant bien que les États-Unis n'ont pas libéré seulement, à eux seuls, la France en 1945. Donc ça, c'est bien de le rappeler, notamment avec... toutes les critiques qu'on fait sur ces pauvres Russes qui, malheureusement, Poutine fait le maximum pour tuer le moins de personnes. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu beaucoup de morts, les Russes. Et donc, je trouve cette intervenance de la vérité extrêmement claire et objective. Et c'est ce qui nous manque, des véritables médias et journalistes qui font un travail en profondeur. Et comme l'a dit votre invité, les guerres qu'ont fait les États-Unis indirectement ont tué énormément de monde. Et je vous invite à écouter. Je regarde pas BFM TV, mais les alerteurs, qu'on nous dit complotistes, nous on récupère les meilleurs morceaux des intervenants.
On est d'accord. Je crois qu'on est tous. Que les États-Unis sont pas blancs et que c'est. Oui, on est tous d'accord sur l'analyse. Est-ce que vous avez juste une question à poser, peut-être, ou à Nicolas Mirković ou pas? La question, c'est que est-ce que il fera un livre sur l'implication de la création du Covid dans les laboratoires d'Ukraine? Ça serait important à dire. Non, écoutez, je vais sortir un livre sur l'Ukraine en début de l'année prochaine. Oui. Je sortirai un livre, je parlerai de ces laboratoires, mais pour l'instant, non, je ne ferai pas un livre sur les laboratoires. Non, mais vous allez faire un livre sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, oui. Je vais essayer. Quand Normalement, il est prévu pour février pour l'instant. Bon, écoutez, on vous invitera à ce moment-là et on reparlera. Et Florence, soyez évidemment à l'écoute et on parlera de tout cela. Merci Florence, en tout cas, et merci pour vos mots parce que ça nous touche et ça nous engage, bien sûr. Et c'est au tour de Richard de Toulouse d'intervenir. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Ouais, bonjour Richard. Je vous ai écouté avec attention et j'ai travaillé quelques années aux États-Unis récemment. Et en fait, j'ai réalisé que c'est un pays qui est en perte de vitesse, je pense, au niveau de la productivité. Mais qui a généré de très fortes rentes, en particulier via les GAFAM dans les pays étrangers. Et en fait, ma question, c'est quand est-ce que l'Europe va se réveiller pour produire, comme on avait pu le faire au temps d'Ariane, d'Airbus, produire nos propres GAFAM pour arrêter de subir cette rente qui va devenir de plus en plus pesante, en fait. Eh oui, c'est clair. Nicolas Mirković, alors, on peut envisager des GAFAM à la française? Il faut envisager des GAFAM à la française. C'est une excellente question. Aujourd'hui, nos systèmes d'exploitation de nos ordinateurs sont américains. Nos ordinateurs sont pour partie américains. Nos téléphones sont pour partie aussi américains. Ce n'est pas normal. Les réseaux sociaux sont essentiellement américains. Quel que soit le pays, la France ne doit être tributaire d'aucune autre puissance. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans si on veut garder notre souveraineté, si on veut en tout cas essayer de la reconstruire, on ne peut pas être dépendant d'un autre pays. Attendez, on rêve là. Non, on ne rêve pas. On rêve pas. Non, comment on peut le faire, puisque comment voulez-vous transformer quelque chose qui s'est passé depuis 30-40 ans? Regardez ce qui est passé avec le Doliprane, le paracétamol, fabriqué en Chine. Non, mais je veux dire, je veux bien, moi je suis d'accord avec vous sur le fond, mais comment? On protège nos industries. Chaque mois, peut-être pas chaque mois, mais il y a de nombreuses petites pépites françaises qui sont rachetées par des fonds de pension ou par des fonds d'investissement américains. On doit protéger, on doit encourager des réseaux sociaux français. Les Russes ont leurs réseaux sociaux, les Chinois ont leurs réseaux sociaux, on devrait en avoir aussi. On doit aussi faire en sorte que l'informatique soit protégée. Aujourd'hui, nous, quand on met sur des serveurs américains des données confidentielles du ministère de la Défense ou de différents ministères français, on est en train de livrer, on est en train de se mettre tout nu devant les États-Unis, ce qui est forcément mauvais pour nous, parce qu'ils savent tout sur nous. Et Edward Snowden nous a montré l'étendue de la surveillance généralisée des individus, des États et des sociétés dans le monde. Donc on doit, pour protéger notre souveraineté, pour protéger notre indépendance, avoir des outils propres, qu'on peut peut-être faire avec quelques pays européens, des pays proches, mais la France doit demeurer souveraine avec des serveurs français, des outils français, des ordinateurs et des téléphones français. On était précurseurs dans ces domaines-là. Personne ne va me faire croire qu'on ne sait plus faire ça aujourd'hui. Que l'Élysée vous écoute et nous, on vous suivra. Merci beaucoup Nicolas Mirković, auteur de L'Amérique Empire, édition Temporis. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.